Bonjour à tous. Donc effectivement, merci Kevin, merci à l'Association France Alzheimer de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je suis médecin, j'ai fait une thèse de sciences sur l'imagerie des voies auditives centrales et intelligence artificielle. Et en rentrant en Australie où j'ai fait mon post-doctorat, j'ai créé une start-up qui s'appelle Geodesics. Ça, c'était l'équipe l'année dernière. Donc vous voyez, on est 15-16 et on travaille sur deux logiciels. Un pour explorer l'audition des patients avec des troubles cognitifs et un spécifiquement pour aller détecter des malformations au niveau de l'oreille interne. Et dans les deux cas, c'est pour aller détecter des choses que les radiologues et même les experts à l'heure actuelle ne savent pas détecter. Donc, qu'est-ce qui a changé finalement en IRM quand vous passez une imagerie par résonance magnétique ces 10 dernières années avec l'arrivée de l'IA puis de l'IA générative? C'est que ça ne fonctionne plus. C'est le fait qu'en fait, on a accès à des grandes quantités d'informations, c'est-à-dire que nous, visuellement, on analysait ça et on n'était pas capable de faire ça. Vous voyez, de mettre des couleurs, d'aller mesurer des choses qui sont hyper subtiles, finalement, l'épaisseur du cortex auditif, du thalamus, du tronc cérébral, c'est des choses, quand on voit un patient dans une consultation de radiologie, on le voit 5 minutes, 10 minutes, après une IRM qui a duré 20 minutes. Et on a du mal, quelque part, à aller faire l'exploitation de grandes quantités d'informations. L'autre chose qui a changé, c'est qu'avant, on faisait beaucoup d'études groupe versus groupe. Et on disait, entre deux groupes de patients, un peu comme on vous a présenté, il y a une p-value qui est inférieure à 0,05, des choses comme ça. Et en fait, ce que permet l'IA et que permettaient difficilement les statistiques classiques, c'est justement d'apporter des informations à l'échelle d'un seul individu quand il a une grande quantité d'informations. D'habitude, quand on va voir un statisticien avec une étude qui est typiquement médicale, c'est-à-dire 50 patients, 80 patients, quelque chose comme ça, il va nous dire t'es gentil avec tes 300 variables par patient, mais on va rien pouvoir faire, il faut que tu me les sélectionnes pour pouvoir finalement aller étudier une métrique d'intérêt. En IA, alors c'est pas magique non plus, il y a aussi des problèmes de ce qu'on appelle la malédiction des dimensions, mais on va pouvoir quand même étudier énormément de variables par patient, la prise de sang, l'IRM, la génétique, dans des études avec des cohortes qui sont pas si importantes que ça. Donc la spécificité de l'IA générative, c'est d'aller créer des données qu'on appelle de médecine in silico. C'est-à-dire qu'on va créer des données qui n'existent pas, des données d'un faux patient pour servir de référentiel. Donc il y a plein de façons de faire ça. Nous, on a une façon qui est très spécifique à notre startup, qu'on a brevetée, qui fait que quand il y a un patient qui vient avec son IRM ou avec sa prise de sang, en fait, on va aller piocher dans une grande base de données de sujets sains. Et on va dire, vous avez peut-être l'IRM qui ressemble le plus à notre patient du jour. Et donc, on va créer, à partir d'un échantillon de patients sains, par exemple une trentaine de sujets contrôle, on va les moyenner, on va créer un sujet synthétique. Et votre patient qui va arriver avec des troubles de l'audition ou une suspicion de maladie d'Alzheimer, on va lui dire, c'est avec ce sujet-là qu'il faut être comparé et pas forcément avec des sujets du même âge et du même sexe. Parce que quand on compare avec des sujets du même âge, du même sexe, qu'on fait par exemple dans une courbe de croissance, un carnet de pédiatrie, des choses comme ça, vous allez quelque part, vous n'avez pas de la médecine personnalisée parce que vous avez des ABAC de détection des anomalies quantitatives qui sont juste énormes et vous allez louper des maladies qui vont débuter. Donc, je vais vous donner un exemple illustré très parlant, je trouve. Habituellement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un patient de 50 ans, vous avez deux hommes de 50 ans qui viennent avec une IRM. Le radiologue va mesurer le volume du thalamus et il va dire, par exemple, c'est 6,2 cm3. Il y a des ABAC qui disent tous les hommes entre 45 et 55 ans doivent avoir un thalamus droit entre 6 et 6,5 cm3. Donc vos deux hommes, ils ont un thalamus qui est strictement normal. L'IA, c'est complètement différent. Vous avez le côté génératif. Et en fait, comme vous avez créé un jumeau numérique différent pour vos deux patients à partir de l'ensemble des valeurs du l'IRM cérébral, l'hippocampe, les ventricules, le cervelet, vous avez 200-300 variables, et vous allez pouvoir dire, votre hippocampe, il est atrophique, ou thalamus ici, pardon, est atrophique ou hypertrophique par rapport au reste du cerveau, et pas uniquement par rapport à une cohorte de référence. C'est un peu le meilleur des deux mondes, quelque part, c'est-à-dire la population de référence et la personnalisation. Et ça, c'est typiquement le genre de technologie qui est un peu utilisée dans l'IA médicale. Quelle que soit la start-up, l'équipe académique qui travaille, vous avez quasiment tout le temps maintenant une gestion de données synthétiques en IA qui permettent de personnaliser la détection des anomalies. La seconde chose qui a changé aussi, c'est qu'en IA, on travaille sur des populations de patients.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a des logiciels qui maintenant sont très robustes pour aller faire de la détection de la maladie d'Alzheimer à partir de l'imagerie. Ils ne sont pas encore commercialisés parce que la validation clinique au niveau de la communauté européenne est très longue. La FDA, c'est pareil. Mais on a quasiment des performances qui sont similaires à celles de la ponction lombaire quand on la compare à l'autopsie ou à celle des biomarqueurs sanguins. Seulement, c'est pas du tout dans les chaînes de soins habituelles de demander à une IRM cérébrale de faire autre chose qu'exclure un diagnostic différentiel de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi est-ce que l'IA arrive à avoir des bonnes performances pour détecter l'Alzheimer ? Parce que maintenant, sur une imagerie, il y a 200 marqueurs. Et en fait, on va trouver des corrélations qui existent entre la biologie médicale et l'imagerie médicale. Par exemple, vous avez une population de patients Alzheimer. Alors, vous ne voyez pas ma flèche, mais une population de patients Alzheimer ici, à cet endroit-là. Et selon le type d'Alzheimer que vous avez, vous allez avoir des taux de protéines amyloïdes qui vont être différents, des taux de protéines tau qui vont être différents. Pourtant, si on prend les conférences de consensus, ils sont tous classés Alzheimer. Et donc, on fait ce qu'on appelle du démembrement de pathologie, c'est-à-dire qu'on va être capable de dire, OK, ils sont tous Alzheimer, mais il y a des Alzheimer qui sont très différents les uns des autres et qui potentiellement vont avoir des réponses différentes à certaines thérapeutiques, à une réhabilitation auditive, et ce qu'on appelle du démembrement de pathologie. Et c'est vers ça qu'on va, vers la médecine personnalisée. Donc l'autre chose qui est importante, c'est comment on va créer un jumeau numérique d'un patient pour le comparer. C'est le jumeau numérique, il a un âge. Et ce qui fait qu'on est capable à tout nouveau patient qui vient finalement pour avoir une imagerie ou un bilan biologique, de lui donner un âge lié aux données et pas un âge civil. C'est ce qu'on appelle l'âge cérébral. Et c'est un biomarqueur qui est très important, notamment dans le contexte du vieillissement cérébral et des troubles de l'audition. Je vais vous présenter des résultats de plusieurs études cliniques après là-dessus. Alors là, en l'occurrence, c'est un patient qui a priori à faible risque d'avoir une maladie d'Alzheimer biologique. Et vous voyez, il a un âge civil à 72 ans et un âge cérébral, alors il y a toujours un écart type, c'est ça qui donne la sécurité aussi, autour de 69 ans. Donc a priori, il n'a pas un vieillissement cérébral accéléré. C'est un biomarqueur qui a été bien challengé depuis 10 ans dans la littérature, qui est utile, mais qui reste quand même à intégrer en soins courants pour que tout le monde s'en empare. Donc là, vous voyez, on voit les patients qui sont le plus proches finalement de notre patient. On dit qu'il n'a pas de risque de maladie d'Alzheimer. Et ses voisins immédiats, ils sont cognitivement normaux. Il y en a quelques-uns qui ont des démences frontotemporales ou des choses comme ça. Et on est capable de se balader pour dire, votre patient, il est probablement peu atteint parce qu'il est dans la zone des gens qui n'ont pas d'atteinte. Et l'important, c'est l'explication. Parce que si on veut que la communauté médicale et que les patients, vous compreniez, il faut comprendre comment l'IA fait sa prise de décision. Donc les IA vont colorer dans le cerveau un certain nombre de zones que vous voyez, qui vont vous dire, ça c'est des zones qui sont anormales, mais qui ne sont pas trop en faveur d'une maladie d'Alzheimer, qui sont peut-être en faveur d'un autre processus physiologique. Alors, je vais vous présenter plusieurs études en rapport avec cette thématique de perte auditive et maladie d'Alzheimer. Il y a une étude qui, celle-là, est rétrospective, qui est portée par Lille, où en fait, on a étudié la prévalence de la maladie d'Alzheimer telle que détectée par le logiciel, sachant que les performances affichées de ce logiciel dans sa version actuelle, en comparaison à l'autopsie, c'est 90% de sensibilité, 75% de spécificité, dans un contexte de troubles cognitifs multiples, c'est-à-dire... C'est juste un problème de câble. Ok, merci. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui détecte des signes à la ponction lombaire de maladie d'Alzheimer, quelle que soit la présentation clinique, peu de symptômes, démence frontotemporale, à peu près 1 sur 3 qui a aussi un Alzheimer à l'autopsie, démence vasculaire, 1 sur 2 qui a aussi un Alzheimer à l'autopsie, donc il a été entraîné sur de multiples pathologies neurodégénératives. Si on applique le même logiciel sur une filière de soins courants, c'est-à-dire 103 patients qui consultent, qui vont voir le radiologue, pour des troubles auditifs qui peuvent être à la fois des surdités de transmission, oreille externe, oreille moyenne, ou des surdités de perception et qui vont de 20 décibels à une perte auditive totale, on n'a pas d'essai dans cette cohorte de sur-risque de maladie d'Alzheimer à l'échelle du groupe. C'est-à-dire qu'on avait 12 patients positifs, un peu moins de 10%, un peu plus de 10%, pardon, sur 103 patients avec un risque d'Alzheimer. Mais bon, vu la sensibilité et la spécificité dans un groupe contrôle, à ce moment-là, on ne détecte pas de sur-risque. C'est déjà une information en soi. En revanche, on a une étude, celle-là prospective, qui est menée par le CHU de Grenoble actuellement. Donc l'investigateur principal est ORL, elle s'appelle Raphaël IV, elle est en Suède actuellement. Elle a pris tous les patients
qui vont être implantés pour une surdité profonde avec un implant cochléaire. Donc, je rappelle, on met un implant cochléaire quand on comprend moins de 1 mot sur 2 à 50 décibels de perte auditive et quelle que soit l'étiologie. Pour l'instant, ils ne sont pas très sélectifs sur l'étiologie à partir du moment où ils peuvent mettre l'implant et où il n'y a pas d'ossification de la cochlée. Et on a détecté, est-ce que ces patients-là, finalement, toujours avec logiciel, donc pas de confirmation en ponction lombaire, parce que éthiquement, c'était pas ça qui était prévu dans le protocole de recherche clinique, on est passé de 10% à 25% de risque d'Alzheimer pour cette sous-population-là. Alors là où c'est intéressant, c'est que pour le coup, les patients étaient très bien phénotypés. Ils avaient tous eu de l'audiométrie, ils avaient eu tout ce qui est exploration électrophysiologique. Ils ont eu bien évidemment un suivi clinique en post-implant et ils ont eu des explorations étiologiques, la génétique, etc. pour les étiologies. Et donc, ce qu'on a trouvé dans cette étude-là, c'est l'âge cérébral. On l'a étudié en fonction de l'étiologie. Et vous voyez, les patients qui ont une autospongiose, donc l'autospongiose, c'est une fixation des osselets au niveau de l'oreille moyenne qui est due à un ramollissement de l'os à cet endroit-là. Et les patients avaient en moyenne 62 ans. Alors on parle de 10 ou 15 patients sur une cohorte totale de 70 patients. Hein, donc ça reste quand même des études de taille modérée. Il manque du multicentrique. Et ceux-là ont un vieillissement cérébral accéléré de 8 ans. Vous voyez, ils passent de 62 ans à 70 ans. Pour la presbyacousie, je n'ai pas retenu le terme consacré, mais donc je vais appeler ça presbyacousie, pas de vieillissement cérébral accéléré. Pour la surdité congénitale, donc ça mélangeait des atteintes à plusieurs gènes qui étaient différents, donc je n'ai pas le sous-détail là, on avait 10 ans de vieillissement cérébral moyen pour ces patients-là. Et pour les gens donc, à maladie de Ménière, donc on a un gros recrutement de maladie de Ménière à Grenoble parce qu'on a un centre historique pour l'exploration de ces patients-là. Maintenant, il y a des moyens pour voir in vivo en IRM si vous avez ce qu'on appelle un hydrops endolymphatique dans la Ménière. Et donc, on recrute beaucoup de patients qui ont le Ménière. Et il y avait aussi un vieillissement cérébral accéléré. Et donc, quand on faisait les études de corrélation statistique, donc l'étude a été soumise mais elle n'est pas encore publiée, il y avait une corrélation de l'âge cérébral avec l'âge civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est âgé, plus on a un vieillissement cérébral précoce, avec la durée de la perte auditive, avec l'âge à l'appareillage auditif, mais il n'y avait pas de corrélation avec les données audiométriques, le sexe des patients ou la latéralité. Et ce que vous voyez dans ces 4 étiologies, celle qui est probablement arrivée le plus tard, c'est quand même la presbyacousie. La maladie de Ménière, il y avait 8 ans de moyenne, finalement, d'évolution de la perte audition, parce que ça commence souvent par des vertiges avant de commencer par une perte auditive. Et l'autospongiose et la surdité congénitale, qui pouvaient être malformatives ou non d'ailleurs, on était sur des surdités qui étaient donc plus anciennes. Donc ça, c'est la première façon d'aborder le problème. Et j'insiste sur le fait qu'il y a 2 ou 3 papiers qui vont paraître. Mais le problème, c'est qu'il est entièrement dépendant des performances du logiciel et qu'on n'a pas pu le confirmer avec la ponction lombaire et que c'est l'étape suivante qu'il nous reste de faire pour dire attention, on détecte un surrisque d'Alzheimer chez ces patients-là ou au moins des examens neuropsycho dans un premier temps et quelque part, le neurologue ou le gériatre spécialisé va le confirmer dans un second temps. Il y a une seconde étude qu'on va certainement mener avec l'IHU ici qui est parmi les patients Alzheimer confirmés. En fait, on décèle un sous-groupe de patients qui ont des atrophies significatives du cortex auditif. Donc là, vous avez typiquement ce qu'on appelle un plot ou un graphique de machine learning qui est un peu compliqué. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que chaque point est un patient ou chaque croix est un patient. Et plus 2 points sont proches, plus l'imagerie d'entrée se ressemble de ces patients. Et en fait, on a identifié un cluster, celui qui est en bas, cet endroit-là, où les gens ont beaucoup plus souvent une atrophie du cortex auditif tel que détecté par comparaison entre le patient et son jumeau numérique. Donc on a un sous-groupe de patients Alzheimer qui ont vraiment une atrophie marquée du cortex auditif. Donc, je vous rappelle, sur de l'imagerie morphologique sans SDIA classique, on n'est quand même pas si mauvais que ça pour étudier les voies auditives centrales. Ça, vous pouvez retrouver ça gratuitement sur radioanatomie.com si vous voulez regarder. En fait, l'audition, ça part de la rampe tympanique, de la rampe vestibulaire de la cochlée. Ça va descendre au niveau du complexe audivaire supérieur, là, sous le tronc cérébral, et ça croise, on vous a parlé de décussation tout à l'heure, vers les colliculiers inférieurs, les corps genouillés médians, et le cortex auditif tout en haut à droite, là-bas, c'est la zone qui est colorée en bleu, qui se répartit sur plusieurs régions qui sont segmentées par l'IA, gyrus temporal supérieur, planum temporal, etc. Par contre, on n'a pas la résolution temporelle en IRM pour aller isoler le cortex auditif primaire du cortex auditif secondaire. Mais quand même, on peut faire de la sous-segmentation et voir des choses qui arrivent à cet endroit-là. Donc je vous montre un exemple, alors là, pour le coup, rien à voir avec l'Alzheimer, parce que c'est une dame de 17 ans qui a une malformation congénitale, qui est liée à une mutation génétique. Je suis désolé, ça saute sur l'HDMI, j'ai l'impression. Voilà. Qui a une mutation génétique qui est connue pour donner des atteintes primaires du cortex auditif.
Et donc, c'est une patiente pour laquelle, habituellement, un radiologue aurait dit, à part un petit peu d'otite à gauche, parce qu'il y avait un petit comblement liquidien, pas de malformation de la cochlée, les nerfs auditifs sont nickel, il n'y a pas d'atteinte du cervelet, du tronc cérébral. Et en fait, ce type d'imagerie permet de retrouver sélectivement l'atrophie du cortex auditif du côté gauche. Donc c'est des modèles qui sont intéressants parce qu'on sait déjà que c'est des modèles qui impliquent finalement le cortex auditif central. Et c'est ce type de modèle, parce qu'on ne va pas faire de dissection chez ces patients-là, de toute façon, on ne va pas attendre 50 ans qu'elle donne son corps à la science, qui sont utilisés après pour comprendre ce qu'on voit chez les patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Et donc là, je vais vous montrer un exemple de sujet Alzheimer positif. Donc là, il n'y a pas de doute sur le gold standard, avec atteinte du cortex auditif. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que me fait l'ordinateur. Donc il est dans la tache rouge, il a Alzheimer. Et vous allez voir sur l'écran, il a une atteinte très marquée du cortex auditif. Là, on peut s'amuser à jouer avec les degrés de transparence si on veut vérifier la qualité de la segmentation. Et en fait, est-ce que je peux arrêter ça? Non, je ne peux pas arrêter. L'endroit qui est un petit peu plus transparent, c'est là où se situe l'audition. Alors, il n'y a qu'une seule coupe à cet endroit-là chez ce patient. Je suis désolé qu'il ne s'arrête pas de sauter, je ne sais pas pourquoi. Donc, en conclusion, je pense que mon message aujourd'hui, c'est qu'on est l'année de bascule. Jusque-là, il n'y avait aucune autorisation européenne pour aller faire de l'IA, pour aller détecter de l'aide à la détection de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui vont être commercialisés d'une façon ou d'une autre pour se situer avant le neurologue algériade pour orienter les bons patients à la ponction lombaire. Et donc, c'est l'année où finalement, on va prouver par A plus B que ce type de logiciel fait beaucoup mieux qu'un radiologue expert pour ce genre de choses-là, y compris qu'un médecin nucléariste. Ce qui est intéressant, c'est ces histoires de vieillissement cérébral accéléré qui sont corrélées à la durée et à l'étiologie de la surdité. Je pense que c'est un biomarqueur qui est simple à comprendre et qui pourra être utile pour des essais cliniques. Et on a identifié des sous-populations de patients Alzheimer avec des atrophies du cortex auditif. Et évidemment, la suite de l'étude qu'on va continuer, c'est de regarder si cette sous-population d'Alzheimer a une corrélation, des corrélations avec des biomarqueurs cliniques, neuropsychologiques, avec d'autres modalités, voire pourquoi pas, dans le cadre d'essais thérapeutiques, aller faire de la réanalyse de sous-groupes pour voir ce qu'on peut proposer à ces patients-là spécifiquement. Et donc, j'étais très impressionné par les études cliniques qui étaient menées par mon collègue lyonnais juste avant. Je vous remercie. Je suis maudit avec mon truc. Là encore, on a un peu de temps pour des questions. N'hésitez pas. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation qui est source d'espoir. Simplement, je ne sais pas si vous avez présenté ce qui concerne la fiabilité, entre guillemets, la puissance statistique, c'est-à-dire, j'imagine, il y a eu des apprentissages par votre intelligence artificielle. À quel point ils sont capables de détecter finalement la véritable présence d'une maladie d'Alzheimer ou pas? Oui, c'est tout l'enjeu de l'essai clinique qu'on mène pour valider le logiciel actuellement. Ouais. Et c'est ce que demandent de toute façon les autorités. Il y a quelques années, on mettait beaucoup d'IA sur le marché sans avoir de preuves cliniques. Maintenant, c'est plus possible. Et donc, les performances actuelles, qui n'est pas le modèle qui va être commercialisé parce qu'il lui reste 3 mois d'entraînement, c'est en comparaison avec la ponction lombaire, donc les critères ATN tels qu'ils sont définis notamment par les Américains, enfin, petite embrouille entre les Américains et les Européens sur la façon dont on définit la maladie d'Alzheimer actuellement, c'est 90% de sensibilité, 75% de spécificité. On a dans un contexte, encore une fois, et c'est vraiment important, c'est que dans la base d'apprentissage, il y a à peu près 8000 sujets, et il y a tous les types de maladies neurodégénératives, des SLA, des Parkinson, des DFT, du vasculaire, etc. On a un second modèle qui est entraîné avec imagerie plus ponction lombaire et qui est validé sur l'autopsie, dont on aura les résultats à peu près dans un mois. Donc c'est les deux modèles qu'on change actuellement pour savoir quel est le plus puissant. Mais c'est sûr qu'il va falloir... le logiciel sera certainement sur le marché, c'est-à-dire utilisable par des médecins sur des patients, bien avant qu'il y ait énormément d'études comme on peut l'avoir dans d'autres modalités ou des traitements anti-amyloïdes, parce que tout simplement, la cinétique d'une start-up ne permet pas d'attendre 5 ou 6 ans finalement pour commercialiser quelque chose. On fait une grosse étude clinique avec le meilleur gold standard possible et après on marque CE. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Je vais être sûre d'avoir bien compris à la fin. Donc, la dernière étude que vous avez présentée, donc c'est des patients Alzheimer et donc vous voyez que le cortex auditif est atrophié. Oui, tout à fait. Est-ce que chez ces patients, vous avez regardé si derrière il y avait bien c'était des patients qui avaient des problèmes d'audition également, ou est-ce que vous avez regardé si à côté de ça, il y avait une perte d'audition? C'est en cours, justement. On ne le sait pas.
Pour l'instant, on ne le sait pas, c'est vraiment, effectivement, ça va être clé chez ces patients-là. On sait que la localisation des cortex auditifs, encore une fois, de façon assez grossière, c'est une IRM avec des coupes de 0,8 mm, donc, mais on sait à peu près où c'est. Donc on sait que chez ces patients-là, il y a une atrophie qui est significative, et là, les ABAC sont quand même assez robustes, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils ont sur le plan auditif, et c'est le but de 2025-2026. Merci.